Bonsoir, merci d'être venus si nombreux. Je vous invite à se promener dans les jardins de Babylone JS, mais surtout, en fait, c'est de voir comment, de JavaScript, je suis passé à l'impression 3D à travers un Rex, en fait. Et ce talk, en fait, fait un peu écho à ce qu'a présenté tout à l'heure Corentin et Sébastien. Merci pour avoir teasé et merci de votre présence. J'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises sur Babylone. Et donc pourquoi j'ai fait ce talk en fait? Ce talk, il est né de plusieurs passions, comme je viens de dire, c'est aussi un Rex. En fait, je suis passionné par tout ce qui est making et puis développement. Je suis aussi papa de 2 enfants, dont un qui est HPI en fait et qui s'ennuyait vraiment en classe. Et donc j'ai dû essayer de trouver comment l'occuper en classe parce que la maîtresse avait plus trop d'idées. Et donc je vous présenterai ce projet après que j'ai fait. Et en fait, pour faire ça, j'ai été inspiré par Aurélie Vache ici présente. Merci. Et par ces talks comme Apprendre autrement, etc. Et par Titi Moby, connu sur le nom de Thierry Chantier, qui fait beaucoup aussi de vulgarisation pour les enfants avec ses live Twitch calmes, mais pas ceux du lundi, ceux qui sont le samedi après-midi, de temps en temps. Je suis Sylvain Gougouzian, je suis plutôt connu sous le nom de Gou sur Internet. Je suis consultant dev senior chez Zeninka à Clermont-Ferrand. Si vous voulez me contacter, vous pouvez aller sur goose.dev, il y a un peu tous les réseaux sociaux en fait, pour me contacter ou autre. Le projet dont je vous parle, c'est Cody. Cody, en fait, c'est un projet éducatif open source. C'est pour apprendre la logique algorithmique aux enfants, sans écran. Et je voulais le baser sur le concept un peu d'un livre dont vous êtes le héros, avec des cartes qu'il peut avoir en main. En fait, j'y connais vraiment rien en conception 3D. Avant de rentrer chez Zeninka, j'avais ma boîte qui s'appelait Lidrea. J'étais avec un associé qui, lui, venait du monde industriel, avec tout ce qui était conception 3D, était concepteur-projeteur, ça s'appelait à l'époque. Et en fait, à chaque fois j'avais besoin d'une idée pour un POC, en making ou autre, je fais, bah voilà, j'ai besoin de tel modèle, je lui dessinais un peu en croquis, et puis lui me concevait sur SolidWorks les différents éléments. Et en fait, là, l'idée, c'était que j'avais des cartes perforées, donc, qui sont comme ça. Alors ça, c'est le grand format. Normalement, c'est cette taille-là. Donc, je vous ai imprimé un peu plus grand pour que vous puissiez voir. Et en fait, je me voyais mal lui dire « Attends, je suis en train de faire des tests, donc est-ce que tu peux me redesigner ?» Je me voyais... Ouais, ça m'embêtait un peu quand même de lui demander ça, même s'il n'avait pas de souci avec ça. Donc en fait, je voulais aussi automatiser, c'est-à-dire qu'en fait, pour mes trous, les cartes, elles ont toutes différents schémas. Et donc je voulais automatiser ça donc, avec un fichier texte, avec des 0 et des 1 en fait. Finalement, après, c'était transformé avec un JSON. Donc, principe d'automatisation, je voulais aussi, avant d'imprimer à chaque fois, parce que au fur et à mesure d'imprimer, c'était du temps et pas tant d'argent ça, parce que l'impression 3D, le filament ne coûte pas très très cher. Je voulais aussi visualiser ça. Et j'ai cherché différentes choses. Je faisais avant du Stretch.js et puis j'ai voulu tester Babylone.js et je trouvais que Babylone était plus simple pour ça. Il y a un site qui existe qui s'appelle Codideck qui explique un peu, le fonctionnement. Et donc l'idée en fait c'est d'avoir différentes cartes qu'on va poser dans un deck. Un deck, donc c'est à la fois ce qui va lui permettre de le supporter, de le transporter. Et on a différentes cartes, pardon. Là, j'ai une carte héros, j'ai une carte, je vais la garder, j'ai une carte avance et j'ai une carte coffre. Le principe, c'est d'avoir un petit livre, en fait, dans lequel ça vous raconte une histoire. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était petit, on avait des livres dont vous êtes le héros. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un petit paragraphe qui va dire à l'enfant, voilà, imagine-toi, tu te retrouves sur une île déserte. Tu es un petit pirate, qui est donc le héros de notre histoire. Tu traverses l'île un peu et puis tu avances et d'un seul coup tu tombes sur un coffre. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Et donc là en fait l'enfant doit voir les mots-clés apparaître par rapport aux cartes qu'il a et puis il va les empiler dans l'ordre qu'ils apparaissent. Donc en gros héros, avance et puis coffre. Je referme la boîte. Et l'idée, c'est donc là j'ai ma boîte. L'idée, c'est de retourner un peu comme on est en compilation et ça donne un petit motif derrière, en fait. Bon, de loin, vous voyez pas trop, mais en gros, on a une sorte de petite tête avec des yeux rouges, une bouche rouge aussi, et puis un visage à 2 parties avec vert et bleu. Après, l'idée, c'est de retrouver ce motif-là dans un petit bouquin et de voir, en fait, si le motif est pas bon, il lui arrive un incident fâcheux, sinon il continue l'histoire.
Et donc pour faire ce site-là, en fait, pour pouvoir permettre aux gens aussi de comprendre mon concept, je l'ai fait justement avec Babylon, en fait, pour que ça soit simple à comprendre. Donc si ça vous intéresse, un lien pour accéder au site. Alors, il donne lien aussi, et donc il y a les codes sources, il y a aussi un Discord. Il n'y a rien du tout sur le Discord pour l'instant, parce qu'il a été créé pour l'occasion. Voilà. L'idée, c'est qu'en fait, au début, c'était un projet auquel j'ai présenté à quelques couples d'amis que je savais qu'ils avaient des enfants pour tester avec leurs enfants. J'ai également testé la palette de couleurs sur des daltoniens pour voir s'ils voyaient bien toutes les différences, etc. Donc, tout passe bien. Ce qui est marrant, c'est que donc là, ça, je l'ai fait. Donc maintenant, mon fils est en 6e. Il était en CE2 à l'époque, quand j'ai commencé le projet. Et c'était il y a 2 ans et demi. Ouais. Et mon autre fils, qui a 4 ans de moins, commençait déjà à s'amuser avec les cartes. En fait, moi, je ne savais pas lire ce qu'il y avait dessus. Donc l'idée, c'est de voir aussi peut-être pour mettre un symbole avec des dessins et puis à la fois le texte. Donc ça, il faut que je le fasse après. Donc c'est cool, Kodi, en fait, j'avais du visuel avec du Babylon, mais je voulais que mes gamins puissent le manipuler, en fait. Résultat, l'impression 3D. À la maison, j'ai plusieurs imprimantes. J'ai une imprimante filament. Donc les petites imprimantes filament, c'est ce qu'on va trouver avec du PLA, ou PLA+, maintenant, du TPU, du PETG, de l'ABS. Alors en fait, le PLA, c'est fait à partir d'amidon de maïs. Le TPU, c'est un peu pareil, sauf que en fait, ça va être une matière très flexible. On peut faire des crocs avec, si vous voulez. Super. Le PETG, ça va ressembler plus un peu à nos bouteilles d'eau, en fait. L'ABS, ça va ressembler plus à notre Lego. Chacun des filaments, en fait, a ses propriétés. L'ABS, par exemple, va être très solide. Cependant, l'imprimé est un peu plus complexe parce qu'il faut une chambre pour évacuer les vapeurs, parce qu'elles sont un peu nocives, etc. Le PLA, c'est assez simple, ça chauffe à 200 degrés. Voilà, c'est vraiment la matière la plus simple. Aussi, elle est très cheap, en fait. En gros, c'est 20 €, entre 20 et 25 € le kilo. Donc, sachant qu'une carte de Kodi, qui est cette taille-là, normalement, pèse même pas 1 gramme. Et l'avantage du PLA aussi, c'est que c'est assez souple, mais assez résistante pour pas que les gamins les pètent, en fait. Hop. J'ai une autre imprimante à la maison qui est une Lego Mars qui fait du SLA. Donc le SLA, en fait, c'est de la résine. La résine, c'est une sorte de matière grasse dans laquelle il y a des particules en suspension. Il y a un écran de téléphone ou de tablette qui affiche un motif en noir et blanc. Et il va laisser passer une lumière UV qui va figer cette matière-là, en fait. Donc c'est ce qu'on appelle l'impression additive. C'est cool pour tout ce qui figurine, etc., parce que ça imprime vraiment à une très petite résolution à l'ordre de 0,001 mm. Oui, non, 0,01 mm, et l'autre, c'est 0,1 mm. Pardon. Et donc par contre, le problème, c'est que sur une taille comme ça, c'était ultra cassant, en fait. Donc, c'était pas pratique. Il existe d'autres types d'impressions 3D, comme les impressions métal, les impressions béton, etc. Celle-ci, comme l'impression filament, utilise la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un 3 axes, X, Y, Z, qui permet de déplacer une buse. Donc, c'est l'endroit qui va chauffer le filament et qui va le déposer. Mon choix a été fait sur le PLA. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de l'amidon de maïs. C'est peu nocif pour les enfants. S'il ingère, c'est pas sans sas non plus, hein, mais c'est quand même moins grave que l'ABS ou la résine. Il a une bonne résistance mécanique, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, hop, c'est tellement léger que ça vole. Voilà, je peux faire ça, tandis qu'avec une résine, je peux vraiment pas. Aussi, la palette de couleurs. En fait, donc moi, j'utilise du filament qui vient de chez Erion. Je ne suis pas sponsorisé non plus, hein, pas comme toi pour... Mais en fait, c'était la marque qui me permettait d'avoir une gamme de couleurs assez sympa et que j'ai présenté à des daltoniens pour savoir s'ils arrivaient à distinguer vraiment toutes les couleurs. Et oui, ils les distinguent, donc c'était vraiment top pour moi. Et puis les coûts de production, comme je disais, en fait, une bobine d'1 kilo coûte entre 20 et 25 €. Ça pèse seulement quelques grammes, en fait, quoi. Donc ça coûte vraiment rien. Donc les imprimantes 3D, en fait, c'est celle que j'utilise pour le PLA, c'est 3 axes, X, Y, et puis ça monte en Z. Donc ça va déplacer, ça va chauffer du fil qui arrive par une petite buse, qui va chauffer à 200 degrés et qui va déposer comme un stylo, en fait, au fur et à mesure, ça monte de couches, etc.
Pour se déplacer, ça utilise du G-code. En fait, finalement, l'impression 3D, ça aurait pu exister dès les années 60. En fait. Ce G-code a été développé dans ces années-là, en Norm ISO en 1980. Ce qui était compliqué, c'est de trouver surtout le filament, en fait, pour que ce soit la bonne propriété, etc. Mais ça utilise ce code-là. À quoi ça ressemble? Typiquement, ça ressemble à ça. Ça a des instructions, en fait, avec des G à la base. Là, M, c'est pour les imprimantes 3D. C'est avec un firmware qui s'appelle Marlin. Et donc là, par exemple, on voit que la première instruction, c'est M140, c'est la température du bed. Le bed, c'est le plateau sur lequel va être imprimé le modèle. Et donc, 60 degrés pour le PLA, c'est ce qui lui permet de rester figé sur le plateau. Sinon, il se décolle. Ensuite, M105, c'est pour dire j'attends que le plateau soit à 60 degrés. Ensuite, M190, c'est la buse. Donc en fait, on a deux températures à contrôler sur la majorité des imprimantes 3D. C'est la température donc, du plateau et la petite buse qui va chauffer le filament. Donc là, M190, c'est pour vérifier que je suis bien à 60 degrés sur le bed. M104, c'est la température de la buse. Donc voilà, il fait des petites instructions au démarrage pour dire, voilà, tu te mets en home. En home, ça veut dire je me positionne en 0, 0, 0 pour X, Y et Z. Quand je veux imprimer, en fait, j'utilise par contre là purement du G-code. Je contrôle juste les axes. G1, c'est un mouvement linéaire. Donc, je lui donne des coordonnées à telle vitesse et tu te déplaces de l'endroit où tu es à telle vitesse, à telle position. Finalement, ouais, c'est un peu barbare à lire, mais c'est lisible. Et pour finir, en fait, en gros, je me rétracte en Z, je monte un petit peu, et puis je me remets au démarrage, et j'éteins toutes les températures. Voilà ce que fait finalement une imprimante 3D. Elle va lire ce fichier-là. C'est un fichier G-code. Pour arriver à ce fichier G-code, en fait, à partir d'un modèle 3D, il faut passer par un logiciel qu'on appelle des slicers. Les slicers, en fait, donc là, celui qu'on voit en arrière-plan, c'est Cura, c'est un peu le plus connu. Il y en a d'autres, hein. Il y a Prusa 3D, il y a Slicer 3D, il y en a plein d'autres. Perso, j'utilise Cura, qui marche bien. Et en fait, on lui donne un objet 3D, et lui, en fait, il va faire, comme son nom l'indique, il va slicer l'objet en différentes couches. On peut donner différents paramètres, comme la température, les vitesses de déplacement, les hauteurs des couches, si on veut que ce soit plus ou moins détaillé, etc. Et donc lui, en fait, à partir d'un objet 3D, il va me générer le G-code qu'on a vu. Et donc les objets 3D, en fait, on utilise la plupart du temps des fichiers .obj ou des fichiers STL. Alors moi qui suis un peu vieux, les STL à l'époque, pour faire écho à ce que disait Mousse tout à l'heure avec Emule, moi j'utilisais aussi ça pour les DivX, mais en fait les STL c'était pour les sous-titres, et non, c'est pas que les sous-titres. STL c'est la stéréolithographie, et en gros c'est la définition d'un objet 3D, et elle est de deux manières. Elle est d'une manière soit binaire, donc avec des 0 et des 1, les fichiers un peu comme quand on a un Word ou autre, ou texte. Donc là, un fichier STL sous format texte, lisible, en fait on voit... donc solid merged, c'est le nom de mon mesh, et on définit les différentes faces, les différents vertex, on va voir juste après ce que c'est. Mais en gros, on est capable de générer en fait un fichier STL depuis un objet 3D. Et donc, lui, Cura, ce qu'il va faire, les slicers, ce qu'ils vont faire, c'est prendre ce fichier-là, le parser, le transformer en objet 3D, puis découper les slices. C'est cool, donc un objet 3D, mais qu'est-ce que c'est en fait? C'est un mesh. Un mesh, c'est quoi? C'est un maillage. Donc, pareil, pour les plus vieux d'entre nous, vous reconnaîtrez, je crois, c'est FF7. Hein. On n'avait pas beaucoup de triangles, en fait, à l'époque, sur les vieilles consoles, donc les formats n'étaient pas très agréables, contrairement au Mario, qu'on voit un peu plus de triangles. Les triangles, c'est ça, c'est juste les meshs, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Hein. Et donc, un mesh, en fait, est décomposé en forme de triangle. Les meshs sont en plusieurs parties. La première partie, en fait, c'est ce qu'on appelle les vertex, ou vertices au pluriel. Ce sont les sommets, c'est les positions dans l'espace en 3D qui sont accompagnées d'autres informations, la couleur, la texture, etc. À ces vertex, on va associer des arêtes, des edges. Ça va nous permettre de savoir quels sont les sommets qui sont connectés entre eux. Ensuite, un ensemble d'arêtes, ça va donner une face. Et un ensemble de faces, ça va donner des polygones et des surfaces.
C'est cool, mais donc chez Faire maintenant, j'ai vu comment générer un STL, j'ai vu comment générer du G-code, mais comment je fais les objets 3D en fait? Donc la première chose, c'était de voir mon associé, mais bon, j'avais pas envie de l'emmerder toutes les 5 minutes. Donc, est-ce que j'apprends des logiciels comme SolidWorks, comme Fusion 360, comme d'autres AutoCAD, etc. C'est bon, j'en ai cité 3 pour la pub. Ensuite, il y a d'autres langages qui permettent de faire des objets 3D comme OpenSCAD. Ok, c'est cool, je connais déjà pas mal de langages, j'ai pas spécialement le temps d'en apprendre un autre parce que c'est un side project. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution possible? Et donc en fait, je suis dev front la plupart du temps, donc je fais du JS. Eh ben, ok, ben je vais regarder Babylon.js en fait parce que je connaissais pas trop. Et bon, bah ok. Mais avant de regarder Babylon.js, on va faire un peu d'historique. Alors, tout à l'heure, Corentin et Sébastien nous ont bien expliqué. J'espère que je me suis pas trompé. Donc OpenGL a été créé en 92 par Silicon Graphics. Il est en concurrence avec DirectX qui lui par contre est que sur Windows, contrairement à OpenGL qui lui est cross-platform. Ça a permis d'avoir des jeux comme à l'époque on avait sur Unreal Tournament qui pouvaient tourner sur Linux, sur Mac et pas que sur Windows. Puis c'est des jeux comme Quake, Half-Life 2, Red Dead Redemption, etc. sont aussi sur OpenGL. Et l'évolution d'OpenGL est Vulkan depuis 2016, comme les jeux comme Valheim, etc. sont faits sur Vulkan. Et DirectX, pour l'instant, il est que sur Windows, mais depuis 2020, ils promettent de passer sur Linux via la WSL. Mais c'est pas encore ça. Donc après, il y a les moteurs 3D sur le web. Donc les librairies la première librairie qui a permis de faire de la 3D, c'était Three.js en 2010. WebGL a été officialisé en 2011 sur les navigateurs. Babylon, lui, est apparu en 2015. Et depuis 2023, on peut utiliser WebGPU, qui a l'air d'être super bien. Merci à la conf de tout à l'heure. Ça donne vraiment envie. Alors, comme je disais, en fait, donc, je découvrais Babylon.js, mais je connaissais Three.js. J'en avais déjà fait un peu en 2012-2013 pour tester, pour m'amuser, parce que j'aime bien avoir des petits side projects. Et en fait, Three.js, finalement, a 5 ans d'expérience de plus. Ils ont essuyé tous les plâtres. Il est poussé depuis 2020 avec une lib qui s'appelle React 3 Fiber, donc tout le monde connaît React maintenant. J'ai un collègue, Azénica Lyon, qui a fait une super appli avec Electron et React 3 Fiber pour de la visualisation en 3D d'une mine, il me semble, avec les avancements dans le temps, etc. Et ça drone super bien, c'est super rapide, etc. C'est vraiment top. Donc Three.js est continué de pousser par ça. Et puis, en fait, je me suis intéressé. Pourquoi, finalement, je vais m'intéresser plus facilement à Babylon.js. Donc, je voulais faire une petite comparaison entre Three.js et Babylon.js. Cette comparaison-là, je l'ai montrée à mon fils de 10 ans qui fait un peu de code depuis quelques temps maintenant. Et je lui ai dit lequel tu préfères, en fait. Et je vous dirai sa réponse après. Donc, en Three.js, voilà comment on fait un cylindre. En fait, on va définir une géométrie. On lui dit, voilà, donc on a défini des paramètres, 5, 20, 32. Alors, il faut regarder la documentation. Le premier, c'est le radius top. Donc, en gros, c'est le rayon que j'ai en haut. Radius bottom, le rayon que j'ai en bas. La hauteur de ma géométrie. Et puis, le nombre de segments qui vont me permettre de définir mon cercle. OK. Ensuite, je vais définir mon matériel. Le matériel, c'est la couche, en fait, qui va correspondre à mon objet. Je la veux de la couleur blanche, en fait. Donc, je vais créer un mesh basic matériel avec la couleur blanche. Ensuite, je vais dire que je veux un cylindre. Mon cylindre, en fait, ça va être un mesh, donc un objet 3D, comme on a vu tout à l'heure, qui utilise telle géométrie sur laquelle on va appliquer tel matériel. Et on l'ajoute à la scène. OK, bon, 4 lignes. Je vais faire la même chose avec Babylon.js, en fait. Avec Babylon.js, je vais construire mon matériel, en fait. Donc moi, j'utilise, on définit donc un matériel, et j'utilise juste le fromX string de Babylon Color 3 qui me permet de passer plus facilement un code couleur depuis un hexadécimal. Et donc, en définissant notre matériel, on lui dit que sa couleur de diffusion, c'est du blanc. Ensuite, je vais créer mon cylindre. Donc, dans Babylon, dans la librairie, il y a une partie Mesh Builder qui dit « Ok, tu as une fonction create cylinder ». Tu lui donnes son nom. En fait, souvent, dans Babylon, le premier paramètre, ça va être le nom qui va être attribué à l'objet pour pouvoir le retrouver plus facilement après. Je lui donne un paramètre en JSON qui est avec la hauteur, le diamètre top, diamètre bottom, subdivision, et je dis qu'il appartient à telle scène. Et après, je lui dis que mon cylindre que je viens de créer, je lui applique tel matériel.
Clairement, mon fils m'a dit, bah là c'est simple, je vois quels sont les paramètres qu'il faut que je mette, en fait, la hauteur, etc. J'ai pas besoin de lire la documentation pour savoir à quoi correspond quel paramètre. Donc je préfère Babylon.js. Voilà. C'est vrai que l'avantage de Babylon.js, c'est que le code, je le trouve quand même beaucoup plus lisible que ce qu'on a vu avec Three.js. Aussi, c'est TypeScript par défaut. Il y a beaucoup qui aiment TypeScript, moi pas trop, mais mousse. Voilà, donc un gros avantage de Babylon.js, c'est ça, je trouve, c'est que le code est déjà beaucoup plus lisible. Il y a eu d'autres avantages aussi, pourquoi je suis passé après, que j'ai conservé Babylon.js, on va le voir par la suite. Donc passons à la pratique, en fait. Donc, la première chose quand on fait la 3D sur Internet, on va créer une scène, en fait. Donc une scène, on crée un canvas dans lequel on va lui associer cette scène. Canvas, c'est l'objet donc en HTML qui va nous permettre de dessiner facilement. Comme l'a dit Sébastien tout à l'heure dans le talk, le engine, c'est ce qui va permettre au moteur de Babylon de tout gérer en fait. Donc on associe au engine le canvas qu'on a créé. On va dire que la scène utilise tel moteur, donc tel engine, et puis moi je mets une petite couleur de fond pour qu'on puisse la voir, la scène, pour voir si ça a tout bien marché. Après, ben c'est cool, on a une scène, mais bon, il faut quand même caméra, lumière, etc. Donc, j'utilise, moi, une Archrotech caméra qui permet de bouger autour de l'objet. Donc, on lui donne son nom, la rotation en longitude, la rotation en latitude, la distance de la cible qu'on veut et la cible qu'on veut qu'elle regarde. Donc là, le vecteur 0, c'est-à-dire qu'elle va regarder 0, 0, 0. Et toujours, je l'ajoute à la scène, bien sûr. Ensuite, j'attache la caméra au canvas. Et j'ajoute également 2 lumières qui vont me permettre, dans le projet, d'éclairer la face devant et la face de derrière quand je tourne. Et donc, le engine, on lui dit que quand il rend, ben, il rend la scène. Ok, bon, c'est cool, j'ai ma scène qui tourne. Ben, maintenant, j'ai envie de créer une carte, en fait. Donc, une carte, c'est ça. Attendez. C'est ça, ce sera plus visible pour vous. Donc, je lui dis, ok, ben, tu me crées un matériel parce que je veux une couleur spécifique. Donc, je lui donne la couleur, ça va partir de mon fichier JSON. Et je fais, bon, ben voilà, donc il y a une fonction qui s'appelle createBox qui permet de créer un parallélépipède et dans lequel je peux définir la largeur, la hauteur et la profondeur. Et j'applique le matériel. Donc, c'était cool, j'avais ma première petite carte, mais sans les trous, en fait. Comment je fais pour faire des trous, en fait? Donc, j'ai cherché au début faire plein de solutions, et puis j'ai découvert les Constructive Solid Geometry, les CSG, ou géométrie de construction de solides. C'est ce qui va permettre de faire des manipulations sur les objets en 3D. Il y en existe 3, ça va, c'est pas trop compliqué. La première, c'est l'union ou l'addition. C'est-à-dire qu'on va prendre, dans nos exemples, un cube rouge et une sphère bleue, et l'idée, c'est d'avoir les deux. On va les additionner, donc en fait, il va regarder tous les sommets, il va tous les prendre et il va générer un seul mesh. La différence, en fait, c'est on va regarder les sommets qui sont, donc les vertex, qui sont dans le cube, qui sont à l'intérieur de la sphère, ceux-là, je ne vais pas les prendre, et ceux de la sphère qui sont dans l'intérieur du cube, ceux-là, je vais les prendre, ça va me générer donc la nouvelle face manquante, et voilà, donc j'obtiens ma différence. Ma soustraction donc d'un objet A à un objet B. Et le dernier, c'est l'intersection, qui est en fait l'inverse de la soustraction, finalement, c'est le bout qui reste. C'est quels sont les sommets qui sont l'un dans l'autre, en fait. Cool, c'est bon, j'ai compris comment ça fonctionne, les CSG. Moi, ce que je veux, c'est des soustractions. Donc, comment ça marche? En fait, pour chacun des trous, je vais créer un nouveau parallélépipède que je vais positionner, en fait, donc avec les positions. Et je vais lui dire, OK, maintenant pour les CSG, en fait, Babylon intègre ça dans sa librairie. Et on lui dit, tu vas créer un premier CSG qui va être depuis le mesh 1, donc la carte qui était pleine. Tu vas prendre un nouveau CSG qui va être donc l'objet 2, qui est le petit trou. Tu me fais la soustraction et tu me redonnes un nouvel objet, donc là que j'ai appelé merge, qu'on a retrouvé tout à l'heure dans le STL. Et je lui dis, tu appliques tel matériel et tu mets dans la scène. Voilà, donc en fait, j'ai pu faire les petits trous facilement, en fait. C'est cool, mais j'ai ma carte, je la vois bien, etc. Comment je génère un STL? En fait, c'est un de mes choix aussi, pourquoi j'ai choisi Babylon plutôt que Three.js, c'est qu'il y avait l'export STL intégré, en fait. Et donc la fonction create STL permet de lui dire, voilà, je veux tous les objets, tous les meshes,
Tu me trigges automatiquement un download parce que j'ai pas envie de m'occuper de ça, et tu me le nommeras le fichier STL export, en fait. Donc, avec juste ces deux, trois lignes de code, j'avais mon objet que j'avais créé. Je peux les sortir en STL, je peux la mettre dans mon Cura, je peux imprimer, je peux tester. Ok, donc la carte, elle n'est pas très bien droite, elle n'est pas assez solide, c'est pas assez haut, ça casse pas, ça plie pas. Ensuite, les premières que j'avais faites de cartes étaient un peu plus épaisses, parce que j'avais vraiment peur pour la résistance par rapport au tout petit. Et en fait, le problème, c'est que avec la profondeur, quand on mettait plus de 4 cartes, on voyait pas les dessins en fait dessous. Donc il y a tout ça, tous ces tests-là, je me voyais mal quand même. Je repensais à me dire, si j'avais demandé ça à mon associé, à chaque fois de changer tous les paramètres, il en aurait eu marre, quoi. Donc voilà, donc pourquoi en fait avec Kodi j'ai pu me permettre de faire tout ça. Pourquoi j'ai choisi Babylon.js en fait? Donc c'était pour la simplicité du code, ça m'a permis de faire un code clair, simple, etc. Lisible. J'avais la partie CSG qui était intégrée, j'avais l'export STL qui était aussi intégré, donc c'était vraiment top. Merci pour Babylon. Voilà. Je suis allé un peu vite. Je vous remercie. Puis si vous avez des questions, je suis là. Oui. Du coup, c'est un peu une ode à Babylone, mais de votre expérience, dans quel cas vous conseillerez par exemple du tri JS? Alors. Non, c'est pas Joker, mais en fait, je sais pas comment te dire ça. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de tri.js finalement en fait. À l'époque j'en faisais parce que Babylone n'existait pas. Et réellement je sais pas. Je trouve que Babylone est quand même plus simple d'apprendre. Après les deux se valent en fait. Réellement. Mais ouais, j'ai pas d'exemple qui va dire comme quoi Sri finalement sera meilleur que Babylone sur tel ou tel point en fait. Pour quelqu'un qui a par exemple du bagage sur JS, est-ce que ça vaut le coup de basculer sur Babylone pour ce futur projet ou c'est idiot finalement? Je saurais pas trop quoi répondre, Sébastien, si tu veux répondre à la question. Ouais, Babylone. Mais ouais, après Sri, si je dis pas de bêtises, c'est communautaire. Que Babylone, ça va être Microsoft quand même qui drive, non? Les deux sont... Clairement, en fait, si tu... Ouais, clairement, la documentation de Babylone était pour moi beaucoup plus claire que Sri.js en fait. Et puis le côté Playground que tu as présenté tout à l'heure, en fait, c'est vraiment utile en fait, ce que Sri l'avait pas. Et je le voyais pas. Et donc c'est vrai que c'était plus simple pour tester et voir si c'était faisable ou pas en fait. Donc c'est vrai que c'est pour ça aussi que je suis parti sur Babylone. Je trouvais ça plus abouti en fait, même si c'était plus récent. Je le trouvais quand même plus abouti que Sri. Donc voilà. Ouais. Du coup, tu vas finalement utiliser JavaScript et Babylon.js pour faire le PodCAD. Oui, alors en fait, pour être transparent avec vous, au Camping des Speakers, qui est notre conf, j'ai vu un talk de Johan Lasorsa, si je me trompe pas, qui a fait un talk sur OpenSCAD. Et là, je me suis dit, en fait, OpenSCAD, c'était pas si compliqué à apprendre, en fait. J'ai voulu me compliquer la vie. Après, le truc, c'était ce que je voulais, c'était que pouvoir présenter en fait sur une page web facilement. Et OpenSCAD, je crois que tu peux pas le embarquer. Voilà. Et donc. Tu pourras le recompiler pour faire de vos œuvres pour le coup. Ouais. Mais je suis pas sûr qu'aujourd'hui. Mais là, au moins, c'est en natif, tu vois. J'ai pas besoin de recompiler en fait. Je peux. Tu as présenté. Oui. C'est les mêmes fonctionnalités. Exactement. Union, intersection. Ah oui, oui. Bah,
sur la manipulation d'objets 3D, en fait, tu vas avoir ça, en fait. Et c'est vrai que OpenSCAD, donc c'est un autre langage qui permet de faire des objets 3D d'une fonction très simple. Et je vous conseille d'aller voir le talk de Johan, d'ailleurs, s'il a été filmé. S'il a donné ailleurs, parce qu'au camping c'était pas filmé, mais je sais pas s'il a été donné ailleurs. Et franchement, il reproduit une brique Lego. Et en fait, c'est hyper simple. En fait, OpenSCAD, je l'utilise pour d'autres choses. Alors, en fait, je suis musicien, je suis trompettiste, et donc les embouchures, elles coûtent cher, etc. Et en fait, on peut trouver des modèles qui nous permettent de définir un peu la cuvette, la perce, la taille de l'embouchure, etc. Et ça, c'est tout paramétrable facilement. En fait, on peut définir un objet. C'est ça, on peut définir un objet avec des paramètres comme une fonction, et ça va générer le modèle 3D vraiment super bien. Donc OpenSCAD est top pour ce côté-là. Et après, moi, ce que je voulais, c'était vraiment pouvoir avoir un site web pour présenter aux gens le concept, etc., pour aborder un peu plus de personnes. Merci. J'avais une question aussi, c'est comment vous designez les cartes, en fait? Alors, pour l'instant, il y a juste mon deck de démo qui est fait. Il y a d'autres decks qui sont parcourus. Alors, c'est vrai que c'est un side project qui date un peu. Mais parce que j'ai d'autres side projects avec. Et l'idée, c'est de... Justement, j'aimerais bien avoir des personnes qui participent un peu au projet pour un peu m'aider sur la partie dont vous êtes le héros, réfléchir un peu, en fait, sur tout le concept. Parce que je l'ai testé avec plein de gamins, ça marche en fait. Dès qu'ils ont la petite histoire, ça fit. Et après, ils s'amusent à faire leurs propres histoires parce qu'il n'y a pas assez de trucs. Et en fait, il faut réfléchir aux cartes qu'elles puissent s'imbriquer entre les autres decks aussi. Donc il y a pas mal de choses en réflexion en fait. Parce que moi, quand je vois que vous utilisez Babylon.js, à ce moment-là, je me dis, est-ce que c'est pas possible de faire un outil, on clique 2 fois, on crée la carte, etc. On voit derrière ce que ça fait. Alors, je vais mettre le Wi-Fi. Sur le site, c'est ce qui se passe en fait. Attends, hop. Connecté au Wi-Fi. Dans le sens, oui, on crée une nouvelle carte, on les envoie à l'entrée gauche, et puis voilà. Ouais. Alors, sur le site, en fait... Ah, je peux pas me connecter ? C'est pas... Mais en fait, sur le site, tu as toute la... Pardon. Excuse-moi. T'as toute la... C'est bon, je suis le dernier talk, c'est bon. T'as toute la démo avec les différents decks, etc., qui te permettent de visualiser en fait les différentes cartes et jouer avec, en fait, voir ce qui rend bien ou pas. Après, c'est l'étape d'après que je vais faire sur le site, pouvoir créer ta propre carte avec pincher, en fait, pour dire quels sont les trous que tu veux. Voilà. Oui. Là, on a vu sur l'exemple qu'il y avait la définition de la caméra, d'un point de vue, les sources de lumière. Est-ce que sur le rendu final, il y a moyen, sur la page web par exemple, de pouvoir tout donner Oui. changer de point de vue? C'est bon, ça a marché. Crédit, deck. Tac, tester virtuellement. Hop. Donc là, j'ai différents decks. Ils génèrent en fait les différentes cartes. Donc là, si je reprenais mon exemple de tout à l'heure, héros, tu es où? Ah bah c'est bon, c'est celui que j'ai fait. Avance. Ah non. Excuse-moi. C'est bon, il apparaît dessous. Coffre. Et je mets le front. Et là, en fait, je peux tourner autour. On voit bien la lumière qui donne les reflets, etc. En fait. Et donc là, si je cache ça... Merci. Merci. Et donc là, après, en fait, en faisant juste ça, je fais hop, tu me télécharges, s'il te plaît, le STL. Hop. Et puis après, je l'ouvre dans Cura, il m'a généré le modèle, en fait. Et tout ça, c'est full web, en fait. Il n'y a pas de Boisum, il n'y a rien. Donc voilà. Merci. D'autres questions? Oui. J'avais une petite question, c'est, tu as expliqué comment tu faisais pour les trous, les cartes, pour le texte. Alors le texte, j'utilise une librairie en fait qui me permet d'écrire. Donc là, j'ai écrit en comics sans MS, c'est pas pour une mauvaise raison en fait, c'est destination des gamins. Et j'avais lu aussi que la comics sans MS était assez lisible pour les enfants qui étaient dyslexiques. Et ça aide. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le comics sans MS. Et en fait, ce qui était cool dans cette librairie-là, j'avais 3-4 fontes, dont la comics sans MS. Et donc en fait, elle me génère directement la mèche, en fait, le mesh du texte, et je fais une CSG en fait pour dire, j'ajoute le mesh que j'ai rendu avec le texte sur ça. Mais c'est une librairie haute que Babylon en fait qui me génère ça en fait. Donc voilà.